Direct des Assises du journalisme et je suis avec Ludovic Ninet, donc journaliste et auteur du livre L'affaire Cécillon Chantal, récit d'un féminicide, paru en avril 2023 aux éditions Presse de la Cité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que premièrement vous pourriez peut-être nous résumer un petit peu cette affaire que vous avez souhaité mettre à l'écrit? Oui, alors je peux vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un meurtre. En fait, en août 2004, Marc Cécillon, un ancien rugbyman célèbre au moins dans sa région et en France, puisqu'il avait été capitaine de l'équipe de France, a abattu sa femme de 4 balles de Magnum 357. Voilà, donc c'était il y a presque 20 ans maintenant. Et pourquoi avoir souhaité raconter cette histoire? Alors, à l'origine, je me suis intéressé à cette histoire pour voir si je pouvais en tirer une fiction, d'abord sous la forme d'un roman policier, puis d'un simple roman. Et j'estimais, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans ma pratique du journalisme sportif, qu'il y avait des choses à raconter sur les à-côtés de la vie du sportif, les éventuelles conséquences de sa vie de sportif, et considérant que ça avait pu le mener justement à ce geste fatal. Et puis en fait, je me suis intéressé à ce sujet de plus en plus. J'ai interrogé des gens et voilà, j'y ai vu une autre dimension au fur et à mesure, la dimension justement de la domination masculine, d'un crime qui n'était pas qu'une folie passagère, mais bien la conclusion d'un long cheminement. Et j'ai préféré le traiter à la manière du récit et de l'enquête. Voilà. C'est ça, parce que plusieurs articles étaient déjà sortis sur le sujet donc en août 2004 quand l'histoire est arrivée. Du coup, quel nouvel angle votre livre apporte par rapport à ces articles? Alors, il y a eu des articles effectivement au moment des faits, il y a eu des articles ensuite beaucoup au moment des 2 procès qui ont eu lieu en 2006 pour le procès aux Assises de Grenoble et puis en 2008 un procès en appel à Nîmes. Finalement, mon angle, moi, c'est ce crime sous l'angle de la victime. La victime et les proches de la victime, puisque toute cette histoire a toujours été racontée, que ce soit en 2004, 2006 ou 2008, sous le prisme du tueur, de l'assassin, et principalement sous l'angle, où lui-même était aussi une victime, si vous voulez. Il était victime de ses démons, et en fait on avait invisibilisé la victime. Et en recueillant plutôt le témoignage d'une de ses filles, de la mère de la victime également, et d'une de ses meilleures amies, j'ai pu raconter un peu la vie de Chantal, et surtout re-raconter tout le mécanisme qui a mené à ce meurtre. Donc vous êtes un ancien journaliste, puis ensuite vous êtes tourné vers l'écriture de romans, donc d'œuvres de fiction. Finalement, ce livre revient plutôt sur une démarche journalistique ou plutôt sur une démarche d'écrivain? On va dire d'écrivain journaliste ou de journaliste écrivain. Je pense que sans mon parcours d'écrivain de fiction, j'aurais peut-être eu du mal à faire un livre comme celui-là, où j'estime avoir mêler, on va dire, le récit littéraire et l'enquête. Voilà. Mais c'est clairement la fibre journalistique qui s'est réveillée quand j'ai commencé à me réintéresser à cette histoire. Et je dirais que peut-être sur la forme, c'est l'écrivain qui a parlé. Et est-ce que vous pensez que votre également passé de journaliste a une influence sur votre plume aujourd'hui? Oui, clairement. Je m'en rends compte que j'ai besoin, quand j'écris, que même si c'est de la fiction, que ce soit crédible, que ce soit légitime, que ce soit documenté. J'ai beaucoup de mal à prendre beaucoup de liberté avec la réalité. Est-ce que vous avez pu observer les réactions à la sortie des articles des médias donc en 2004? Est-ce que vous vous souvenez un peu quelle était la réaction du public à ce moment-là? Non, la réaction du public, je n'aurais pas. Je peux juste me souvenir, oui, je me souviens, et puis je l'ai beaucoup étudié, la réaction médiatique. En gros, c'est... à l'époque, on ne comprend pas comment cet homme a pu en arriver là. Voilà, on est peiné pour lui, en quelque sorte. Voilà. Et c'est une forme de sidération du monde du rugby, du monde médiatique, de se dire comment quelqu'un qui, semble-t-il, avait eu cette vie si exemplaire, a pu en arriver là. Et à la sortie de votre livre, est-ce que vous avez pu remarquer de nouvelles réactions peut-être médiatiques aussi?
Ah oui, oui. Bah, alors, dans le livre, moi, je me suis mis dedans. Hein, c'est écrit à la première personne du singulier. Je raconte moi-même mon évolution, l'évolution de ma pensée, de ma compréhension de ce fait. Je dis clairement que au moment des faits et des procès, j'ai admis tout ce qui a été raconté sur cette histoire, et donc en fait, je me remets en question et je redécouvre cette histoire sous un nouveau prisme. Et les médias, en tout cas les journalistes qui ont parlé de ce livre, si vous voulez, se sont aussi emparés de ce changement de posture. Dans ma foulée en quelque sorte, en disant ah mais oui c'est vrai, vous réveillez quelque chose, vous nous amenez à voir ça, alors voyons-le différemment. Voilà. Et combien de temps ça vous a pris d'écrire ce livre? Alors l'écriture en elle-même, je me suis amusé à le mettre à la fin du livre, on va dire peut-être 6-7 mois bout à bout. Sachant qu'il y a une première phase en 2019 de quelques mois, et puis je l'ai repris en 2021 pour l'arranger sur 2 mois. C'est plus il y a eu un long temps de gestation, puisque je me suis longtemps heurté pendant mon enquête au silence des interlocuteurs que je cherchais à interroger. Donc voilà, j'ai quasiment 1 an et demi de tâtonnement, de travail en fait, un peu en boucle, enfin pas en boucle parce que j'avançais, mais en fait un peu dans le brouillard, jusqu'au moment où je recueille vraiment un témoignage qui a déclenché l'écriture de ce livre, qui est celui de Céline, la fille cadette du couple Cécillon. Et donc lors de la conférence que vous avez animée également tout à l'heure sur la violence sexiste et sexuelle dans le journalisme de sport et dans le sport, vous avez lu un extrait où vous dites porte-parole du genre masculin. En quoi justement ces VSS, c'est un thème qui vous touche, vous? Ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Et parfois il y a des choses qui existent au fond de nous et qui sont là présentes. Je pense que le comportement sexiste m'est assez étranger, pour pas dire complètement étranger. C'est le principe de la domination masculine, je le comprends mal en fait. Et j'ai bien conscience qu'il est dramatique dans notre monde. Et je me dis que si moi ou d'autres hommes, et de plus en plus d'hommes qui portent ce regard, osent aussi l'exprimer, eh bien ça permettra probablement, j'espère, que des choses changent. Donc c'est pour ça que je dis que en fait, si je peux être porte-parole de cette frange du genre masculin qui ne se reconnaît pas dans le sexisme ou la domination masculine, eh bien tant mieux, parce qu'en fait je pense qu'on est aussi beaucoup comme ça, et malheureusement on nous entend peut-être trop peu. Et quand on parle de violence sexiste et sexuelle, en quoi le choix des mots est important ? Alors je dirais que le choix de mots, il est important tout le temps pour tout, clairement. Et puis on a la chance d'avoir une langue française qui est tellement riche en mots, en précision. Quand on prend un dictionnaire des synonymes et qu'on s'amuse qu'on cherche soi-même un synonyme, on se rend compte de la finesse de sens de chaque synonyme, qui a une toute petite nuance, etc. Et là, je pense que ce sont des sujets tellement sensibles. Et pour faire écho à la conférence de tout à l'heure, où il est clair que pour faire sentir les responsabilités, le poids des responsabilités, voire le poids des culpabilités, le poids des comportements, le choix des mots est absolument crucial. Et pour en revenir donc à l'affaire Cécillon, est-ce que le fait que Marc Cécillon soit un peu une star à l'époque a influencé la façon dont les médias ont traité l'affaire ? Je pense, oui. Déjà, son statut avait influencé la façon dont il avait été suivi ou accompagné tout au long de sa carrière, et notamment dans sa ville de Bourgoin-Jallieu, où il était clairement une idole, donc à qui on a passé beaucoup de comportements borderline, disons, ou au-delà d'ailleurs de la limite. Et ensuite, bien sûr, ce genre d'idoles, qu'ils soient stars de sport ou d'autres, sont des êtres charismatiques qui fascinent, dont on a tendance à probablement aller voir avec des yeux d'admiration. Donc on les accompagne dans leurs exploits, mais ces exploits concernent une part de ce qu'ils sont. Et quand tout d'un coup le voile de l'exploit se brise, et puis qu'on découvre la vraie nature ou une partie de la vraie nature de cette personne, il faut accepter de critiquer aussi l'admiration qu'on a eue.
Et c'est difficile. Et donc on est souvent juste fasciné par ce basculement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en 2004, 2006, 2008. C'est en fait comment est-ce possible qu'un homme comme lui ait pu en arriver là. Et c'est très difficile d'aller au-delà. Est-ce que c'est pas justement quelque chose qui manque dans le journaliste de sport, ce détachement entre donc la personne qu'on voit et finalement les exploits sportifs qui le précèdent, qui sont avec lui. Bien sûr, complètement. D'ailleurs, je fais un chapitre du livre qui s'appelle Petit soldat de l'illusion, où je m'inclus dans justement ces petits soldats que nous sommes de la presse sportive, de l'exploit sportif qu'on raconte, et en fait on véhicule quand même une illusion, et c'est souvent l'illusion que qui dit grand sportif dit grand homme. Et je prends l'exemple du fait que quand on fait un portrait de sportif, la plupart du temps, on va y insérer des éléments de sa vie privée positifs qui vont contribuer à faire comprendre combien cet homme ou cette femme d'ailleurs sont des gens respectables. Sachant que on ne fait absolument pas l'inverse. Si on sait que cette personne a des comportements inavouables ou peu respectables, là par contre on ne le mettra pas. Donc on contribue d'une certaine manière en effet à véhiculer une image peut-être trop positive de ces gens-là. Et ça nécessite en vérité une prise de distance, peut-être plus de mesure dans ce qu'on raconte. Donc vous êtes tout de même encore journaliste aujourd'hui puisque vous avez publié dans le Parisien donc des enquêtes sur la dangerosité du rugby. Est-ce que ça vous manquait pas un petit peu peut-être le journalisme pur et dur ? Un peu, si. Disons que le journalisme pur et dur, je ne sais pas ce que vous entendez par cette expression, mais je pense que je continue depuis une dizaine d'années, par le biais de mes différents livres, je nourris ma part journaliste, quoi. Dans le Petit éloge du rugby, qui est un autre livre que j'ai réédité cette année, où je présente ce qu'est le rugby, et en présentant ce qu'il est, je raconte aussi son évolution de ces 20-30 dernières années. Il y a une dimension très journalistique là-dedans, de faire une forme de diagnostic de ce qu'est devenu le rugby, par exemple, depuis son passage au professionnalisme. Et en tout cas, dans cette enquête que j'ai pu faire sur la dangerosité du rugby, je nourris la part de moi qui a constamment besoin de montrer qu'on ne peut pas se contenter de parler que de la performance sportive. Il y a énormément de choses derrière. Et en l'occurrence, là, c'est des corps ou des êtres abîmés. Et il n'y a pas de raison de ne pas le dire, en fait. Voilà. Et pour conclure, est-ce que vous avez des projets futurs en préparation ? Un prochain livre, une prochaine enquête ? J'en ai beaucoup, un peu trop d'ailleurs en ce moment. Des prolongations de différents travaux sous forme de documentaires, mais qui sont très incertains pour l'instant. D'autres livres aussi, je ne peux pas trop en parler, mais voilà. Oui, ma part journaliste et écrivain continue à être nourrie, ça va. Et est-ce que vous avez un dernier message à passer à nos auditeurs ou à de jeunes journalistes ? De jeunes journalistes, oui, je peux. Je pense que quand on ne fait pas ce métier de manière anodine, enfin en tout cas, il ne faut pas s'y engager comme ça. Le journaliste, même si c'est un peu pompeux, il a quand même une mission, je trouve. Et il faut le faire en conscience, quoi. Voilà, on est là pour éclairer le lecteur. Et qui dit éclairer, ça veut dire éclairer toutes les phases de notre société, y compris les plus sombres. Voilà, on n'est pas là pour juste accompagner un mouvement, mais pour le décrire au plus juste. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Merci à Ludovic Ninet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Excellente journée à tous sur CT Radio.